C'est divers, même en été, varié, parfois inattendu, mais toujours intéressant. C'est la petite rubrique de Chris sur Fréquence 8. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler gastronomie française contemporaine. Non, pas ce que vous pouvez trouver dans un beau resto, mais plutôt celle qu'on devrait appeler dorénavant la malbouffe française, si on en croit en tout cas toutes les observations et les études qui ont été faites à ce sujet. La France, pays pourtant reconnu pour sa gastronomie et un art de vivre culinaire, est aujourd'hui confrontée à un triple défi alimentaire, social, sanitaire et écologique. Et en effet, depuis novembre 2010, où le repas gastronomique français a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité, on ne peut que constater que l'art du bien manger et du bien boire, qui en sont les caractéristiques, ont pris un coup dans l'aile, et pas de poulet celle-là, excusez-moi, je ne pouvais pas la rater. Sur le plan social, l'état de la crise financière installée a amplifié l'insécurité alimentaire. L'accès à une alimentation saine devenant de plus en plus difficile pour de nombreux Français, la proportion de Français qui n'ont pas les moyens, qui n'ont plus les moyens de s'alimenter correctement a grimpé à 37% en 2023 pour 11% en 2015. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'augmentation exponentielle qui s'est faite. Les jeunes représentent la moitié des personnes qui vont au Resto du Cœur. Et oui, alors qu'ils sont moins d'un tiers de la population française. Faites le rapport, vous verrez que c'est dramatique. De fait, un Français sur 3 a du mal à se nourrir correctement chaque jour. Correctement, attention, on va plus avant mieux expliquer de quoi on parle en disant correctement. Et 41% des jeunes adultes de 18-24 ans vivent dans une insécurité alimentaire sévère. Et donc, comme je viens de le dire, d'ailleurs, une forte proportion d'entre eux ont recours à l'aide alimentaire. Et enfin, un enfant sur 5 arrive à l'école le ventre vide. Et c'est l'Institut Montaigne, le think tank français, une boîte à idées pourtant cataloguée technolibérale et proche du pouvoir, qui fournit ces chiffres dans un rapport d'octobre 2024. Les déséquilibres alimentaires et l'insécurité alimentaire aggravent les fractures sociales, touchant plus particulièrement les populations défavorisées. Dans un monde où tout est à la portée du consommateur dans les rayons des supermarchés, bien s'alimenter est paradoxalement devenu un véritable parcours du combattant où les plus défavorisés financièrement et socialement sont les grands perdants. Et dans le contexte post-confinement, la précarité alimentaire s'est encore aggravée en France. Plus que jamais, l'alimentation est devenue la variable d'ajustement des budgets des ménages, contraints de réduire leur consommation ou d'opter pour des produits de moindre qualité nutritionnelle. Et c'est de ça dont on parle quand on parle de se nourrir correctement, bien évidemment. Au niveau sanitaire, d'ailleurs, on va en parler tout de suite, les consommateurs se tournent de plus en plus vers des aliments transformés, voire ultra transformés, riches en sucre, sel, graisses saturées, souvent plus accessibles financièrement et trop souvent à l'origine de lourdes pathologies. C'est une situation très préoccupante et qui a des répercussions sur la santé publique. De plus, les conséquences d'une mauvaise alimentation ne se limiteraient pas seulement à la santé physique. Des études montrent que la qualité de l'alimentation impacte également la santé mentale. Et oui, le saviez-vous? Ça, même moi non plus, je l'ai découvert en faisant cette recherche sur ce thème. Une alimentation pauvre en micronutriments peut entraîner des problèmes d'humeur, d'irritabilité, d'équilibre mental, affectant ainsi le bien-être psychologique et la santé mentale. Deux chercheuses spécialisées dans le domaine de la santé mentale et de la nutrition, Bonnie Kaplan et Julia Routledge, soulignent l'importance d'une alimentation équilibrée pour soutenir le métabolisme cérébral et la régulation des émotions. Selon elle, c'est un manque de micronutriments, de minéraux et de vitamines qui en serait responsable, et cela principalement chez ceux qui consomment en majorité des produits ultra transformés. Soda, céréales du petit déjeuner sucré ou encore nuggets de poulet ne contiennent généralement que des quantités insignifiantes de quelques micronutriments. Or, pour soutenir le métabolisme cérébral, notre cerveau a besoin d'au moins 30 micronutriments différents. Et enfin, côté écologie, notre consommation alimentaire, encore beaucoup trop centrée sur des produits d'origine animale et sur la viande et des importations, a des conséquences environnementales et climatiques importantes.
En France, l'alimentation représente 22%, soit presque un quart de notre impact sur l'environnement, autrement dit notre empreinte carbone. Ça en fait le 3e poste le plus émetteur à effet de serre, venant après le transport et après le logement. Face à cette situation, l'Institut Montaigne propose plusieurs réformes, notamment la création de nouvelles taxes sur les produits néfastes pour la santé, tels que les aliments riches en sucre. Une de leurs propositions phares est l'instauration d'un chèque fruits et légumes de, tenez-vous bien, 30 € par mois pour les 4 millions de Français les plus pauvres, financés par les taxes sur les produits sucrés. Bon, 30 € par mois, je pense qu'aucune des personnes ayant participé à cette évaluation ne font elles-mêmes leurs courses. Parce que, franchement, 30 € par mois pour acheter des fruits et des légumes, non mais... Voilà. Enfin, l'Institut conseille également d'appliquer la TVA à 20%, donc sur certains produits sucrés, ainsi que de limiter l'exposition des jeunes aux publicités pour des boissons sucrées à la télévision ou à la radio. Une recommandation déjà ancienne, mais qui a toujours rencontré l'opposition des lobbies industriels et à laquelle il faudrait maintenant ajouter tous les autres médias, réseaux sociaux, plateformes, vidéos, applis, des smartphones et jeux Internet, bien évidemment. D'autres mesures recommandent l'obligation d'afficher les calories sur les menus des fast-foods et d'encourager la consommation des fruits à l'école en proposant par exemple un goûter fruité pour que chaque enfant mange au moins un fruit par jour. L'idée étant aussi de sensibiliser les jeunes aux bienfaits d'une alimentation équilibrée et de leur donner des habitudes alimentaires saines dès le plus jeune âge. Et il n'y a pas que les recommandations de cibler les publicités pour les extraire des programmes, cibler les publicités pour les produits sucrés, etc., qui soient anciennes. Figurez-vous que le souci de la chimie intervenant dans notre alimentation et dénaturant notre alimentation est très ancienne, elle également. On va écouter tout de suite l'extrait d'une archive INA de 1964, une archive où sont évoqués la malbouffe, les additifs, le progrès ou danger pour le futur. On écoute tout de suite. Eh bien Nicolas, ça ne va pas l'appétit ? Non. Comment voulez-vous que ça aille ? Je viens de lire, là on va encore ajouter un autre produit chimique peut-être au pain, le monostéarate. Et pourquoi faire ? Pour l'empêcher de durcir, comme si ça ne suffisait pas. Le vin avec des colorants, les pommes couvertes d'insecticides, la viande provenant d'animaux engraissés avec des antibiotiques, la salade avec des engrais chimiques. Mais ça n'est plus possible. Oui, la liste des produits chimiques qu'on ajoute à l'alimentation augmente tous les jours. Mais est-ce qu'il faut vraiment croire tout ce qu'on dit au sujet du danger de ces produits chimiques ? Vous savez, le sujet est suffisamment grave parce que tout notre avenir, non pas seulement le nôtre, mais celui des enfants, l'alimentation de l'an 2000 est tout de même suffisamment importante pour l'avenir de l'espèce, pour que nous fassions une enquête. Il faut que nous allions voir tous les spécialistes, tous ceux qui s'occupent de toxicologie, d'alimentation, pour nous éclairer sur ce sujet. Oui, c'est un problème important que celui des produits chimiques qui, de plus en plus souvent, sont ajoutés à notre alimentation. Tout le monde en parle, mais comme c'est difficile d'y voir clair. Pour certains, notre nourriture quotidienne est à ce point trafiquée que nous nous empoisonnons lentement tous les jours. Eh oui, comme vous avez pu le voir, dès 1964, on se souciait des additifs et différents autres produits chimiques qu'on allait ajouter à notre alimentation. En tout état de cause, face à ces défis, il est essentiel de repenser notre rapport à l'alimentation. Et avec 1 Français sur 2 touché par l'obésité ou le surpoids, d'après l'INSERM, et les études récentes qui montrent que la malbouffe est directement associée à une augmentation de risque de maladies cardiovasculaires, l'étiquetage nutritionnel et environnemental notamment devient indispensable et le minimum requis pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. Mieux informés sur les teneurs en sel, sucre, gras et fibres des aliments, tout est prêt pour cela. Mais l'arrêté cadrant cette nouvelle démarche reste bloqué. Inquiets des conséquences pour leur vente, certains industriels de l'agroalimentaire font de la résistance. Lactalis n'en veut pas et Danone, après avoir été pionnier sur le sujet, ne veut plus en entendre parler, sauf quand ça l'arrange. Écrit Patrice Moyon dans Ouest France ce 4 novembre. Dans ce contexte, des pays comme le Royaume-Uni, eux, prennent des mesures actives pour lutter contre la malbouffe, en interdisant carrément la promotion des produits nuisibles, alors qu'en France, la résistance de certains industriels de l'agroalimentaire, ne serait-ce qu'à un étiquetage informatif, pose la question de la souveraineté financière.
De plus, la malbouffe crée de nouvelles fractures sociales, fragilisant les couches les plus défavorisées et coûtant cher aux finances publiques en matière de santé. 20,4 milliards d'euros selon les chiffres publiés par la Direction générale du Trésor public en 2016. La transition vers une alimentation plus saine et durable nécessite une approche globale, impliquant tout autant les agriculteurs, les industriels, les professionnels de la santé et les élus. Là, on pourrait ajouter aussi les actionnaires, friands, eux, de leurs dividendes. En somme, l'alimentation ne doit plus être perçue uniquement comme un acte de consommation, mais comme une pratique sociale qui façonne nos relations et notre santé. L'État français doit s'engager à concilier plaisir gastronomique, qui appartient à notre patrimoine culturel, attente des actionnaires de l'industrie agroalimentaire et enjeux de santé publique. Et veiller à ce que toutes et tous, nous puissions accéder à une alimentation de qualité. La crise alimentaire actuelle appelle à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour construire un avenir alimentaire durable et équitable. Alors, après la gastronomie française au patrimoine de l'UNESCO, la malbouffe au patrimoine culturel français ? Eh bien, je vais laisser la conclusion à Patrice Moyon lorsqu'il écrit « On ne peut pas à la fois se louer de voir le repas à la française classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO et se désintéresser dans le même temps des enjeux associant l'alimentation et la santé. » À très bientôt pour une nouvelle petite rubrique. C'est divers, même en été, varié, parfois inattendu, mais toujours intéressant. C'est la petite rubrique de Chris sur Fréquence 8.